de chercher la manière dont on peut concilier des positions qui ne sont pas complètement antagonistes, on va le voir, mais qui sont quand même divergentes sur certains points, et comment il va s'agir de parvenir à faire quelque chose de plus riche de cette rencontre. Alors, peut-être avant de souligner les points de désaccord, il faut quand même souligner les points d'accord entre le PS et Vega sur cette question aéroportuaire, puisqu'on a longuement examiné la question, et on a pu se rendre compte notamment que le PS et Vega convergeaient sur la fiscalisation du kérosène et des billets d'avion. Je parle ici du programme national du Parti socialiste, sur le développement d'alternatives à l'aérien, je pense notamment au train de nuit, sur le soutien à la recherche afin de réduire les nuisances, sur la régulation de ce secteur, une plus forte régulation, et, point particulièrement important, sur la relocalisation industrielle. Nous portons l'idée que la Wallonie doit se réindustrialiser, doit redevenir capable de produire un certain nombre de biens qui aujourd'hui sont produits à l'étranger et parfois très loin à l'étranger, puisqu'on sait que l'Asie est devenue l'atelier du monde et que le rôle de l'aéroport dans cette situation n'est pas mince. Et donc ce désaccord, il existe aujourd'hui sur l'avenir de l'aéroport, sur la question de son développement, sur la question de la limitation notamment des vols de nuit, en partie, mais on a réussi à faire le choix de travailler ensemble malgré cela. Et l'accord politique que nous avons signé prévoit quand même deux éléments importants. D'une part, la volonté de limiter très rapidement les décollages nocturnes de gros porteurs. Pour le moment, le permis prévoit une limitation plutôt à partir de 2030. Et d'autre part, une étude sur l'impact microéconomique du secteur de l'e-commerce. On sait aujourd'hui que l'e-commerce détruit plus d'emplois qu'il n'en crée, mais on ne sait pas combien et on ne sait pas comment exactement en Wallonie. C'est une des demandes qui a été formulée par notamment les mouvements associatifs qui se battent contre, par exemple, l'arrivée d'Alibaba. Et je pense que c'est un point que personne ne pourra refuser, car il s'agit d'objectiver une situation qui est aujourd'hui mal connue. Il s'agit de mieux comprendre la façon dont notre tissu économique évolue et la façon dont un projet, par exemple, comme Alibaba, qui est un peu au cœur des débats, va avoir des conséquences sur, par exemple, des jeunes projets entrepreneuriaux en Wallonie qui tentent de se lancer, mais qui sont concurrencés par ce modèle du grand commerce international. Le contexte, c'est aussi celui du permis de l'aéroport qui est aujourd'hui très menacé, puisque son annulation est probable devant le Conseil d'État. Et donc, il y a pour le moment une discussion, on le sait, assez intense au niveau du gouvernement wallon et des acteurs concernés sur le devenir de ce permis d'exploitation, et même sur l'interprétation de ce que signifierait, mais là je laisserai l'avocat qui est parmi nous avoir un avis sur le sujet, sur l'interprétation que pourrait avoir une annulation du permis. Je termine en disant que l'objectif que nous avons en organisant ces soirées, donc nous nous inscrivons ici dans le cadre des causeries de Vega, le but de ces soirées, c'est de penser la campagne électorale comme un moment d'intelligence collective. Une campagne électorale, ça peut être beaucoup de choses, mais nous, ce qu'on veut en faire, c'est un moment dans lequel on débat, dans lequel on s'instruit, dans lequel on confronte des points de vue, dans lequel on devient plus riche d'idées ensemble en débattant. Une campagne électorale, à notre avis, ça doit être ça. Je vais passer la parole à Thibaut Smolders, le bourgmestre d'Aouan, votre bourgmestre, qui nous fait l'amitié de prendre la parole dans cet événement. Et donc, merci Thibaut, à toi la parole. Merci François. Bonsoir à tous, merci d'être présent. Alors fondamentalement, comment est-ce que je me suis retrouvé derrière cette table avec François ? François l'a expliqué, c'est des convergences d'idées, et à un moment donné, dans ces convergences d'idées, j'ai pris un petit contact Facebook, soyons honnêtes avec François, en lui disant c'est bien, je vais avoir quelqu'un de plus à mes côtés par rapport au développement de l'aéroport. Il faut avouer que François était meilleur que moi, parce qu'il a pu obtenir de mon parti des choses que moi-même je n'avais pas pu obtenir. Et donc là, pour ça, il faut quand même avouer que François a été plus fort que moi. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai dit à François, est-ce qu'on ne se rencontrerait pas ? Est-ce qu'on ne discuterait pas de l'aéroport ? Puisque, beaucoup le savent, j'ai toujours été un peu à contre-courant de mon parti sur le développement de l'aéroport. Si on n'est pas la commune la plus touchée, on est quasiment une des communes la plus touchées, puisque, pour moi, à part Grasselogne et peut-être le village d'Alleur, on est clairement dans les communes qui subissent le plus de nuisances, avec le désavantage par rapport à une commune de Grasselogne, c'est que Grasselogne récupère quand même certains avantages, notamment financiers, par le développement de l'aéroport, des entrepôts, etc., que Aouan, fondamentalement, nous, on ne vit aujourd'hui qu'avec les nuisances. Et alors, la position que j'ai a toujours été de dire, on a un aéroport, on le savait quand certains ont acheté, etc., mais c'est de pouvoir faire en sorte de développer l'aéroport tout en ayant la conscience qu'il y a des gens qui vivent à côté de l'aéroport. Et donc, c'est facile quand on vient de Charleroi, de Mons ou d'autres villes de dire qu'il faut absolument développer l'aéroport. Mais quand on y vit à côté et qu'on doit en subir les nuisances, il faut pouvoir prendre en considération
ces nuisances et faire en sorte que les travailleurs de l'aéroport puissent bénéficier d'un travail tout en ayant le moins de nuisances possible, évidemment, pour les habitants d'Aouan, qui sont aussi des travailleurs et qui n'ont pas non plus à être sacrifiés que pour d'autres travailleurs puissent venir travailler. Donc, avant de parler plus loin de l'aéroport, je voulais quand même, parce que celui qui ignore le passé est toujours condamné à le revivre, c'est un peu refaire l'historique de cet aéroport, parce que souvent, on oublie d'où on vient. L'aéroport, il a été créé durant la Première Guerre mondiale. Ça a été une plaine d'aviation qui a été aménagée sur le site et qui sera rapidement transformée en aérodrome par les Allemands. En 1922, l'aéronautique militaire va s'installer à Bierzet. En 1930, lors de l'exposition internationale de Liège, la première aérogare est construite et une ligne reliant Bruxelles, Anvers et Liège est inaugurée. En 1944, la piste va être allongée et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Sabena va ouvrir une ligne régulière entre Liège et Paris. Il faut néanmoins attendre 1976 pour qu'une aérogare civile soit inaugurée parallèlement à la ligne Liège-Gosselies-Londres. À partir de la fin des années 1980, va émerger un projet politique qui consistait à promouvoir le développement des aéroports wallons et en particulier celui de Liège-Bierzet. Ainsi, le plan de secteur de Liège a approuvé le 26 novembre 1987 à affecter ce site à des activités aéronautiques militaires et civiles, en reprenant comme argumentation dans ce plan de secteur, la saturation de Zaventem entraînera la décentralisation du transport du fret. En 1988, l'ancienne base de la force aérienne belge est transférée du fédéral à la région wallonne. À partir de ce moment-là, le site va se transformer profondément et rapidement. Le 30 avril 1990, la Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierzet, appelée SAB, a été constituée. Le 4 janvier 1991, la région wallonne a signé avec la SAB une convention accordant la seconde, pour une durée de 50 ans, une concession domaniale portant sur l'utilisation de la zone aéroportuaire de Liège-Bierzet et une concession de services pour la promotion et la gestion commerciale du domaine du public de cette zone. Le plan de secteur de Liège a été révisé le 10 décembre 1992 en vue d'y inscrire une zone de service contiguë à l'aéroport de Liège-Bierzet. À partir des années 1990, l'aéroport de Liège-Bierzet s'est doté d'infrastructures supplémentaires, notamment un hangar, des aires de trafic et de stationnement pour des avions et des aires de parkage pour les véhicules automobiles, des halls de fret, l'agrandissement de l'aérogare et un parc pétrolier. En 1994, l'agrandissement de l'aérogare est terminé, le trafic charter passager reprend, avec environ 300 000 passagers par an ces dernières années-là. À partir de 1996, ce sont les vols cargo qui vont se développer. À la fin du mois de septembre 1995, la société israélienne Cargo Airlines LDT va conclure avec la SAB concernant l'occupation d'un entrepôt garantissant un vol cargo par jour. Elle s'est définitivement implantée sur l'aéroport le 30 août 1996. Elle y établit son hub pour le transport de fruits et légumes de fleurs en provenance d'Israël. Le 26 février 1996, et là vous allez reconnaître un petit peu plus les sociétés évidemment, il y a une convention qui va être signée avec la SAB, la région wallonne, TNT Express et GD Express Worldwide. En 2001, la région wallonne va créer la SOER qui va reprendre l'ensemble des compétences sur l'aéroport. Et donc, par convention du 29 mars 2002, la SAB va céder à la SOER le volet domanial de la convention de 1991. Et le 15 avril 2002, la région wallonne lui a transféré les infrastructures aéroportuaires. Le 15 avril 2002, la SAB a conclu avec la SOER une convention de sous-concession domaniale. De 2002 à aujourd'hui, l'expansion de l'aéroport n'a fait que s'accélérer, avec d'une part l'implantation d'une dizaine de compagnies aériennes supplémentaires, et d'autre part, vous l'aurez vu évidemment si vous habitez la région, une importante diversification avec la logistique, le fret ferroviaire, l'immobilier, l'hôtel parking et l'e-commerce. Néanmoins, le cœur du business de l'aéroport reste centré sur le transport express ou exceptionnel aérien ou terrestre d'une grande variété de marchandises. Le 25 août 2005, un permis d'environnement visant l'exploitation de l'aéroport de Liège-Bierzet est accordé à la SAB. Le 13 septembre 2006, un permis d'urbanisme autorisant l'allongement de la piste de l'aéroport de 413 mètres est accordé. La région wallonne va adopter le 17 juillet 2008 un décret relatif à quelques permis pour lesquels existent des motifs impérieux d'intérêt général. Celui-ci va notamment ratifier le permis d'environnement délivré le 25 août 2005, le permis d'urbanisme relatif à l'allongement de la piste délivré le 13 septembre 2006. Il va également ratifier l'extension de la zone fret nord pour les parkings avions et les futurs halls du fret, la voirie de contournement et le taxiways du sud,
l'implantation du 4e réservoir du parc pétrolier, la gare du fret, l'extension du parking voiture au sud de l'autoroute et le futur bâtiment de bureaux. Le gouvernement de Wallon va finalement adopter le 1er mars 2012 un arrêté adoptant définitivement la révision du plan de secteur en vue du développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Berzay et de l'activité qui est liée. Le 15 avril 2020, Liège Airport a obtenu un permis unique pour la réalisation de l'extension du parc pétrolier via la construction et l'exploitation d'une 4e citerne de 1760 m3 de kérosène. Et vous avez finalement la décision du 31 janvier 2023, qui est le permis unique qui a été octroyé par la région wallonne. Pour moi, c'est important de faire ce petit historique, parce que ça démontre l'évolution, notamment ces 20-30 dernières années, avec une vraie volonté politique de développer cet aéroport de Berzay, et notamment sur le fret de marchandises. Donc on vient clairement d'un aéroport militaire, etc., avec à un moment donné une vision politique qui est la réindustrialisation wallonne, et notamment de pouvoir bénéficier de cette zone de fret qui va être décentralisée de Zaventem, et de pouvoir développer cet aéroport de Berzay. Alors aujourd'hui, l'aéroport de Berzay, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un pôle qui est central, puisque en fait, si vous prenez Liège, dans ce qu'on appelle le triangle d'or du fret aérien, c'est-à-dire en Paris, Francfort et Amsterdam, qui représentent 66% du fret européen, Liège se situe pile poil au milieu de ce triangle d'or. Liège Airport aujourd'hui, c'est 20 000 m² de bureaux, c'est 60 000 m² d'entrepôts. Si vous prenez l'évolution du fret ces dernières années, ça représentait 53% du fret européen, et en 2020, on est à 66% avec, au niveau des marchandises, 1 120 000 tonnes qui sont transportées par l'aéroport de Berzay en 2020. Et alors justement, François en parlait, je ne savais pas qu'il allait en parler, mais de l'e-commerce. Il faut savoir que les e-colis à l'aéroport de Berzay, en 2017, il y en avait 0, effectivement. En 2007, il y avait 0 e-colis à Berzay. Et aujourd'hui, en 2020, on en a 570 millions. Ça veut dire que chaque minute, à l'aéroport de Berzay, vous avez 1000 colis e-commerce. 1000 colis e-commerce chaque minute. Il faut savoir que la capacité de l'aéroport est très loin d'être atteinte, puisque l'aéroport tourne une capacité maximale de 19% selon SkyAce. Ça veut dire qu'on pourrait encore avoir beaucoup plus d'avions. Le décret du 23 juin 1994 de la région wallonne a aussi autorisé l'exploitation et l'atterrissage des avions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, il y a 20 compagnies aériennes et plus de 120 entreprises. Ça, c'est la situation actuelle de l'aéroport. Et l'aéroport a une vision, évidemment, à long terme. Ce qu'on appelle la vision 2040, où cette vision est articulée autour de 2 axes. Le premier axe se concentre sur le passage de l'aéroport d'un aéroport cargo à un hub logistique multimodal et innovant. C'est quoi un hub logistique multimodal innovant? C'est pour offrir aux opérateurs logisticiens l'exercice de leur activité, c'est-à-dire coupage, éclatement, stockage, emballage, distribution, directement sur le site. Elle a traité 16 113 conteneurs en provenance de Chine en 2021, soit une augmentation de près de 70% par rapport à 2020. Le deuxième axe de cette vision 2020, c'est l'écosystème créé par le pôle aéroportier et la création d'un campus d'affaires. Là, je viens de vous le dire, il y a déjà 20 000 m² de bureaux à l'aéroport de Berzay, et l'aéroport de Berzay souhaite arriver à un développement d'une superficie de 50 000 m² de bureaux. Alors, qu'est-ce que sera comme conséquence? Évidemment, ce sera une conséquence sur la quantité de fret qui va passer par l'aéroport de Berzay. Ça veut dire que, et encore je n'ai que les chiffres de 2020, c'est plus ou moins 1 120 000 tonnes, le tonnage sera doublé. Le tonnage sera doublé par rapport à ce qui est transporté actuellement, ce qui aura pour conséquence évidemment une augmentation des vols de jour et plus particulièrement pour les Avançois, des vols de nuit. Et le nombre de vols de nuit mensuels sera augmenté de 27%. Et donc on aura 480 avions de nuit en plus par mois. Faites le compte sur une nuit, tout en sachant que des fois, vous en avez un peu moins une nuit qu'une autre, vous pouvez avoir des nuits avec 15-20 avions en plus qu'actuellement.
Et on sait que, notamment l'été, chez certains Aouansois qui n'ont pas leur maison isolée, les nuits peuvent être plus difficiles que d'autres. Il y a 2 implantations qui actuellement sont importantes. Vous avez l'implantation dite d'Ali Baba, qui représente approximativement, retenez bien ce chiffre qui est important, c'est 216 000 m². 216 000 m² qui est consacré au développement d'Ali Baba. Il faut savoir qu'un premier permis avait été octroyé pour un hall de fret de 30 000 m² le 31 mars 2020. Un deuxième permis a été octroyé le 6 novembre 2023. Néanmoins, la commune d'Aouan a fait recours contre ce permis le 24 novembre 2023, plus particulièrement pour la gestion des eaux fluviales. Les Aouansois se rendent compte aussi que dès qu'on a d'importantes chutes de pluie, etc., on a une arrivée d'eau conséquente qui nous vient de l'aéroport, puisque les terres de l'aéroport sont de plus en plus artificialisées, ce qui veut dire que quand vous êtes rue de Stockis, si vous allez chez votre garagiste préféré, qui est Jean-Luc Gens, lui, il vous fait des vidéos avec des torrents qui arrivent vers le centre d'Aouan et qui proviennent en réalité de l'aéroport de Bierzet. Il faut savoir que cette artificialisation des terres via Ali Baba va être en réalité entièrement sous la responsabilité de la collectivité, puisqu'il est prévu que ce soit les 2 bassins d'orage, Carlens 1 et Carlens 2. On a Philippe Carlens qui habite à Aouan, ce n'est pas lui, je vous rassure. Et donc, il faut savoir que ces 2 bassins d'orage ne seraient rien qu'avec le projet d'Ali Baba, à lui tout seul rempli de 85% de ses capacités. Vous avez un autre grand projet aussi qui est actuellement en cours et qui a obtenu un permis avant que cette note soit rédigée d'ailleurs. La superficie totale pour ce projet, c'est le projet Weerts, c'est 353 000 m². C'est 5 halls logistiques, c'est des quais de chargement et de déchargement, c'est 209 places pour camions, 560 places pour voitures et 178 places pour vélos. Donc voilà l'historique de l'aéroport de Bierzet, plus ou moins où l'aéroport de Bierzet se trouve, sa vision 2040. Je ne dis pas que je n'ai pas raccourci, parce que je pense que sinon on est parti pour 2-3 heures. Et les 2 grands projets qui s'y implantent actuellement, à savoir le projet Ali Baba et le projet Weerts. Avant de vous passer la parole, je vais peut-être revenir sur les enjeux, je dirais, politiques du développement de l'aéroport, et en particulier sur une question qui est l'avenir de la Wallonie se trouve-t-il encore dans la logistique ? On sait que le tissu décisionnel liégeois, confronté à l'effondrement de la sidérurgie, effondrement qui d'ailleurs n'était peut-être pas tant une fatalité qu'on a bien voulu le dire, et je renvoie ici au rapport Laplace qui a démontré qu'un projet sidérurgique et industriel était possible en région liégeoise, mais on sait que ce n'est pas ce chemin-là qui a été suivi. Et donc, disais-je, les décideurs liégeois, face à la situation que représentait la fin de la sidérurgie, ont fait le choix, dans les années 80 et les années de Nantes, de miser sur le secteur de la logistique. Et l'aéroport est apparu un peu comme la perle de ce secteur, comme le cœur du développement possible d'un secteur logistique, qui consistait à dire, comme Thibault l'a souligné, rentabilisons, misons sur la localisation exceptionnelle de Liège, au cœur des grandes métropoles créatrices de valeur en Europe. Et puis un peu plus tard, on s'est rendu compte aussi que dans un contexte de saturation aéroportuaire de Paris, de Schiphol, de Francfort, etc., il y avait une carte à jouer pour Liège. Saturation, mais aussi prise de conscience, puisqu'on voit par exemple que l'aéroport de Schiphol aujourd'hui refuse toute une série de vols qui sont jugés trop polluants. Des avions, par exemple, les Antonov de la compagnie Airbridge Cargo, qui ne volent plus aujourd'hui avec la situation que nous connaissons au niveau géopolitique, mais la compagnie russe Airbridge Cargo est arrivée à Liège avec des Antonov, c'est-à-dire les avions à la fois les plus dangereux, les plus bruyants, les plus polluants, aujourd'hui qui volent encore dans le ciel européen. Quoi ? Parce que l'aéroport de Schiphol avait décidé de les mettre dehors. On voit le même type de mouvement. La création d'une nouvelle piste d'aéroport de décollage a été empêchée à l'aéroport de Heathrow à Londres, à la suite de mouvements citoyens. On voit que l'Allemagne est également en train de prendre conscience d'un certain nombre de choses. L'avenir de l'aéroport de Maastricht est très incertain dans un contexte également de prise de conscience écologique. Bref, Liège fait un peu figure d'îlot isolé qui semble continuer son chemin alors que la remise en question est générale. Et donc, est-il judicieux, dans notre intérêt, de poursuivre le développement du secteur logistique en Wallonie ? Nous avons des doutes à ce sujet, mais nous observons que, notamment au niveau de la direction de l'aéroport,
il y a une volonté qui n'est pas une volonté de maintenir une activité, ce qu'on pourrait comprendre et ce qui notre objectif n'est certainement pas de supprimer des emplois existants, par exemple. Il y a une volonté d'une croissance très forte de l'aéroport. On parle ici, dans le plan 2040, d'un doublement du tonnage. On sait que des plans ont été faits qui parlaient de tonnage jusqu'à 5 millions de tonnes. Et c'est des chiffres qui ont été évoqués dans des événements internationaux du secteur aéroportuaire. 5 millions de tonnes, c'est plus que le plus gros aéroport cargo du monde, qui est Hong Kong, qui est à 4,5 millions, quelque chose comme ça, 4 millions, 4,5 millions. Nous savons, c'est désormais plus une hypothèse, nous savons que l'activité humaine engendre un réchauffement climatique qui est beaucoup plus important que ce qu'on évaluait il y a encore quelques années. Ce réchauffement climatique va avoir de très importantes conséquences et le secteur aérien représente, selon les estimations, entre 3 et 5, voire 6% des émissions mondiales. Ça dépend comment on calcule, si on calcule les à-côté du secteur, etc. Alors d'aucuns diront oui, mais c'est pas beaucoup, 5%. Oui, sauf que ces 5% d'émissions en fait bénéficient à une très très petite minorité de la population qui bénéficient de cette possibilité de se déplacer en avion et d'une un peu moins petite minorité qui bénéficie du cargo aérien. Mais la grande majorité de l'humanité n'utilise pas, n'est pas bénéficiaire des services aériens. Et donc ces quelques pourcents de gaz à effet de serre, il faut les rapporter à une part de la population qui est minoritaire. Nous savons de surcroît qu'en Wallonie, la situation aujourd'hui, c'est que la croissance, je ne parle que de la croissance de l'aéroport de Liège, ça a été démontré par le professeur Roser de l'université de Liège, la seule croissance de l'aéroport de Liège, à elle toute seule, fait plus que contrebalancer tous les efforts wallons de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même préoccupant. Et ces efforts, ils nous coûtent. Ces efforts, c'est des centaines de millions d'euros investis dans l'isolation des bâtiments, c'est de l'argent qu'on investit dans les transports, c'est des process industriels qui évoluent, c'est pas des choses légères. Toutes ces choses-là sont contrebalancées par l'augmentation de la croissance de l'aéroport. Et encore, l'étude de Pierre Roser ne repose que sur une donnée qui est le kérosène qui est consommé à Liège Airport. Si vous ajoutez à ça toute une série d'autres émissions qui sont parallèles, et notamment tout ce qui concerne les camions, parce qu'évidemment il n'y a pas que les avions, il y a aussi les camions, à l'aéroport, on est sur des chiffres encore plus importants qui n'ont pas été évalués. Et alors, on peut se dire, mais qu'avons-nous fait ? Je pense qu'il faut avoir la justice de dire qu'en 1989, au moment de la régionalisation des aéroports, la prise de conscience climatique, elle était réservée à une très petite minorité de scientifiques. Les données étaient déjà là, on le savait déjà. Le sommet de la Terre, c'est 1990. Au début des années 90, qu'on a les premières prises de conscience, les premiers sommets internationaux. Il est évident que la crédibilité de la Belgique sur la scène internationale sur le plan climatique dépend de sa capacité à respecter ses propres engagements. Premier problème. Deuxième enjeu, le stop béton. On a aujourd'hui une décision en Wallonie qui consiste à dire que nous allons urbaniser de moins en moins. Terre agricole notamment, l'espace non bâti, l'espace non artificialisé est de plus en plus rare en Wallonie. Et le rythme d'artificialisation de la terre aujourd'hui n'est pas compatible avec le maintien, par exemple, d'une agriculture wallonne. Et on peut, certes, les difficultés du monde agricole sont bien plus vastes et bien plus diverses, mais la raréfaction et la difficulté de l'accès à la terre aujourd'hui est un des problèmes que rencontrent notamment les jeunes agriculteurs. Et donc il y a un consensus pour dire qu'on va cesser d'urbaniser, qu'on va plutôt reconstruire la ville sur la ville, qu'on va plutôt densifier le tissu villageois et urbain existant, et c'est pas on va soutenir des noyaux de centralité. Je rentre pas ici dans ce débat qui est un débat qui, à mon avis, appelle de la nuance, et notamment vis-à-vis du monde rural. Notre option chez Vega n'est pas de dire il faut mettre tout le monde en ville. Il y a aussi un besoin du milieu rural de se développer, de pouvoir continuer à évoluer, à se transformer. Mais néanmoins, il faut entrer dans une logique de sobriété foncière. L'aéroport constitue de toute évidence une exception aujourd'hui dans le paysage wallon à ce régime. On observe que très manifestement, on peut urbaniser littéralement des centaines d'hectares, bétonner des centaines d'hectares de terrain autour de l'aéroport, quand des projets, peut-être pas de moins grande valeur, ont aujourd'hui et vont avoir les plus grandes difficultés à se faire reconnaître et à se faire autoriser. Des projets qui sont parfois beaucoup plus porteurs d'emplois, et notamment de nombre d'emplois à l'hectare. Constatons par exemple, on a évoqué le projet Weert, qui est véritablement un projet de dévastation du paysage, de dévastation du terrain. Ce paysage wallon, il représente une valeur, pas seulement une valeur symbolique, il représente aussi une valeur économique, il représente aussi une valeur agricole, une valeur naturelle, et il s'agit de s'en rendre compte. Nous devons sortir d'un imaginaire
qui considérait que la Wallonie disposait de terrains à foison, où on pouvait développer et développer et développer. Ce n'est plus le cas. Par rapport à ça, la logistique pose en particulier question quand on observe le fait que son utilisation, son intensité d'emploi à l'hectare est de plus en plus faible. C'est-à-dire que le nombre d'emplois créés par hectare urbanisé dans le secteur de la logistique est en diminution constante. Et miser sur des entrepôts, des boîtes à chaussures logistiques au bord du canal Albert ou au bord d'une piste d'aéroport, ce n'est plus, comme ça pouvait être dans les années 90, la garantie d'avoir des centaines d'emplois créés à la clé. C'est notamment en raison de l'automatisation. Mais l'automatisation est aussi une manière de dissimuler la réalité du travail humain. Et là, on a notamment eu l'occasion de s'intéresser aux travaux d'un sociologue qui s'appelle David Gaborio, qui montre que l'automatisation est utilisée aujourd'hui pour dévaloriser le travail des travailleurs. Et donc, je vous appelle et je vous invite, quand on parle de cette automatisation, à rester prudent et à ne pas oublier que dans tout cela, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des qualifications et qui ont une capacité à faire ce que les machines ne savent pas faire. Néanmoins, cette automatisation progresse. C'est quand même une réalité, et cette automatisation a pour conséquence une intensité plus importante en capital et une intensité plus faible en emploi, ce qui devrait nous alerter si notre projet est de permettre à chacun de trouver un emploi dans cette région. Troisième enjeu que pose la logistique, c'est évidemment la question des nuisances, directes et indirectes. On a parlé du bruit. Et le bruit, on le sait aujourd'hui, a des conséquences très importantes sur la santé. Les gens qui sont survolés quotidiennement de façon nocturne voient des conséquences significatives sur leur santé. Elles sont multiples. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais c'est le cas aussi de la pollution de l'air. Et je m'inquiète aussi par rapport à la santé des travailleurs de la piste. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une question qui commence à monter dans le milieu des travailleurs de l'aéroport qui se rendent compte que notamment les particules ultra fines, un certain nombre de pollutions chimiques présentes sur l'aéroport ne sont pas suffisamment prises en compte et ils n'en sont pas suffisamment protégés. Il y a là un vrai enjeu de qualité du travail et de droit syndical. Et je ne peux pas ne pas faire le lien ici avec le dossier des PFAS récent. Vous vous souvenez des PFAS à Chièvre? D'où venaient les PFAS de Chièvre? D'une base aérienne, parce que dans le secteur aérien, on utilise toute une série de produits pour nettoyer les avions, des produits anti-incendie et des choses comme ça, qui étaient utilisés sur la base de Chièvre. On sait qu'il y a également un certain nombre de produits chimiques qui sont utilisés à Liège Airport. Nuisance d'autant plus importante que la situation évolue, puisque le plan d'exposition au bruit avait été conçu à l'époque où les vents étaient très majoritairement des vents d'ouest. C'est-à-dire qu'au moment où on a décidé de faire l'insonorisation de milliers de maisons à grands coûts, la région wallonne a investi plus de 300 millions d'euros et des millions d'euros des années 90, donc qui valaient sans doute le double de ceux d'aujourd'hui. La région a investi plus de 300 millions d'euros dans l'isolation des maisons situées dans l'axe de la piste, principalement côté ouest, dans le cône de bruit. On voit aujourd'hui, et on a les données, que le sens des décollages s'est en partie inversé. On a certaines années une majorité des décollages qui se font dans l'autre sens. Et donc ça pose question, notamment sur le fait que les décollages sont réputés peu nuisibles lorsqu'ils se passent en direction de l'ouest. Quand ils se passent en direction de l'est, on n'en parle pas. Pourtant, la nuisance est bien là, et la densité de population des communes et des quartiers situés dans l'axe de la piste, côté Aouan, Anse, Juprel, Recourt, etc., est bien plus importante que la densité de population située dans l'autre sens. Et alors un dernier élément en termes de bruit, qui là aussi est trop peu souligné, je pense, c'est l'augmentation du tonnage moyen. On a tendance à parler de chiffres en termes de nombre de décollages, mais on sait que le nombre de décollages, il augmente, mais le tonnage augmente encore bien plus. Pourquoi? Parce que la taille des avions, la taille moyenne des avions augmente, parce que toute une série d'usages récréatifs ou voilà, par exemple la formation des pilotes, les petits coucous, le tourisme, etc., toutes ces fonctions-là sont en train de disparaître à l'aéroport au bénéfice de gros porteurs, de 777, de 767, etc., qui évidemment n'ont strictement rien à voir en termes d'impact. Et on voit notamment que la différence en termes de bruit entre un moyen porteur, un avion par exemple, comme ceux qui sont utilisés par les sociétés de courrier express qui travaillent la nuit et dont la nécessité économique existe de travailler la nuit, et les avions les plus gros porteurs, elle est considérable. Et elle est considérable au point qu'aujourd'hui, le décollage d'un 777, quand les vents sont dans le mauvais sens, peut aujourd'hui porter sur toute l'agglomération de Liège.
Et voilà, le bourgmestre de Liège, avec qui j'ai l'occasion de m'entretenir régulièrement du sujet, s'est sensibilisé peu à peu à la question parce que des habitants de Jupy, où il habite, sont devenus sensibles à la question. Aujourd'hui, la nuisance de l'aéroport, elle touche toute l'agglomération. On sait qu'elle touche aussi le Condro, on sait qu'elle touche aussi certaines parties de la Flandre et même du Limbourg hollandais. Voilà. Donc ces nuisances, aujourd'hui, sont une réalité. Nous pensons, pour le coup, qu'elles ne sont pas une fatalité. Les technologies évoluent, et là, il faut quand même reconnaître que la technologie aérienne, aujourd'hui, permet d'avoir des décollages qui sont beaucoup moins bruyants qu'avec des avions qui datent de 20 ou 30 ans. Et donc là, il y a une évolution réelle qu'il faut encourager et qu'il faut même obliger. Mais je pense aussi que le modèle économique de la plupart des entreprises qui sont présentes à l'aéroport n'exige pas les décollages nocturnes. On sait que l'aéroport a utilisé cette question des décollages nocturnes comme un argument de vente. On se souvient de M. Partoun qui, dans des congrès à Hong Kong, expliquait que lui, c'était open 24 heures sur 24 et que c'était l'argument numéro 1 pour l'aéroport. Et je pense qu'on doit entendre cette nécessité dans le chef d'entreprise dont le modèle économique nécessite ça. Une entreprise de courrier express qui a pour métier de collecter du courrier partout en Europe, de le trier à Liège et puis de le redistribuer est évidemment fortement tributaire de la question horaire, mais c'est beaucoup moins le cas des vols intercontinentaux notamment et des gros porteurs liés à Alibaba par exemple, qui quant à eux ne décollent de nuit que pour des raisons de convenance, voilà. Mais ça ne changerait pas grand-chose à leur modèle économique si on leur disait vous ne pouvez pas décoller entre 22h et 6h du matin par exemple, de façon à laisser une nuit de 8 heures aux riverains qui sont concernés. Quatrième enjeu, et puis je m'acheminerai tout doucement vers ma conclusion, c'est que tout ça n'est pas dénué d'enjeux géopolitiques. Alibaba, c'est pas n'importe qui. Alibaba en particulier, Alibaba n'est pas la seule entreprise bien sûr présente à Liège Airport. Alibaba incarne aujourd'hui, disons peut-être toutes les dérives de ce développement aéroportuaire auquel on assiste. Alibaba, c'est quasiment le gouvernement chinois. Dans le même ordre d'idées, je pense que la question des douanes et la question des mafias, qui aujourd'hui sont devenues un problème majeur en Belgique. La Belgique aujourd'hui est menacée par l'activité des mafias. Même la démocratie belge, on l'a vu avec notre ministre de la Justice qui a dû être mis sous protection en résidence sécurisée pendant un certain temps. On le voit avec les menaces qui pèsent sur un certain nombre de responsables judiciaires, policiers et politiques. Bart de Wever, qui n'est pas notre ami, mais vit avec des policiers qui habitent au rez-de-chaussée de sa maison. Les mafias, comment se nourrissent-elles ? Elles se nourrissent par des activités illicites qui sont notamment des activités de trafic, qui ont tout à gagner au fait que sur les 500 millions de colis qui transitent à Liège Airport aujourd'hui, on ne parvient à en contrôler qu'un pourcentage très limité. La douane est totalement débordée par ça. Et donc, il est inévitable que dans un aéroport où circulent des avions qui vont à peu près partout dans le monde, il n'y a plus que la Russie aujourd'hui qui n'est plus concernée, mais on a des avions qui tous les jours partent vers l'Asie, vers le Moyen-Orient, vers les États-Unis, vers l'Amérique du Sud, vers partout en Europe. Comment ne pas penser qu'un lieu pareil, dans lequel de toute évidence l'activité douanière n'a pas réussi à suivre, soit autre chose qu'un lieu très propice au trafic et à l'activité mafieuse. Tout ça pour dire les limites et les difficultés face auxquelles on se trouve. Quel doit dès lors être le projet économique ? Notre propos ne consiste pas à tout jeter par la fenêtre. La question de l'e-commerce est une question qui aujourd'hui doit être abordée de façon structurelle, mais il peut y avoir beaucoup d'e-commerce. E-commerce, ça ne désigne pas une réalité unique, ça ne désigne pas un seul type d'activité. Le chocolatier liégeois qui utilise Internet pour faciliter la prise des commandes, il fait de l'e-commerce, tout autant que AliExpress, qui va vous vendre des produits fabriqués par des enfants aux Philippines. Le secteur va évoluer, on va avoir certainement, je ne pense pas que la logistique ait vocation à disparaître. La question est comment est-ce qu'on fabrique un secteur logistique qui est au service d'un projet économique qu'on souhaite, qui soutient la relocalisation industrielle, qui soutient les entreprises qui tentent d'exister et de se développer en Wallonie, plutôt que l'inverse. Et je pense que ce n'est pas une chose impossible. En termes de projet, quel type d'emploi a-t-on envie de créer aussi ? Aujourd'hui, on a plutôt envie de créer des emplois de qualité, des emplois qui sont difficiles à délocaliser, c'est-à-dire qui sont ancrés localement, au niveau du savoir-faire, au niveau capitalistique, des emplois qui sont intenses à l'hectare, parce que le territoire doit être utilisé de façon sobre, comme je le disais. L'aéroport doit donc évoluer vers une augmentation de la valeur ajoutée par tonne de carbone émise. On doit faire en sorte que quand on manutentionne quelque chose à l'aéroport, on ne se contente pas de le transporter, de le descendre d'un avion pour le mettre dans un camion,
Il faut parvenir à créer une activité supplémentaire, à faire en sorte que le flux de marchandises qui passe ici soit l'occasion de développer des savoir-faire, de développer des emplois autour de ce flux. Nous devons aussi diversifier. Et ça, c'est simplement si nous voulons éviter le drame que représente l'effondrement d'une monoculture économique. On sait ce que c'est, l'effondrement d'une monoculture économique. On sait à quel point la sidérurgie était structurante dans la région liégeoise et à quel point sa disparition nous pèse encore aujourd'hui. Mais la sidérurgie, elle était sacrément ancrée. Les savoir-faire des sidérurgistes, ce n'était pas quelque chose de simple à reproduire. Les outils sidérurgiques, qui coûtaient des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Entretenir un haut fourneau, ce n'est pas quelque chose qui s'improvisait. Aujourd'hui, nous sommes en train de miser l'avenir de notre région, à certains égards, sur un secteur qui, grosso modo, fonctionne avec de l'intelligence artificielle, des Clark, des gens qu'on forme en quelques jours pour un certain nombre d'entre eux, et des avions qui en fait peuvent atterrir très facilement demain à Leipzig, demain à Paris, demain ailleurs. Est-ce que vraiment on souhaite ça? Ou est-ce qu'on souhaite diversifier nos outils, miser sur un ancrage économique beaucoup plus fort, miser sur des emplois aussi plus qualifiés, c'est-à-dire là, il y a clairement un enjeu qui est celui de la formation et celui de la qualification. On n'échappera pas à ce débat. Et je pense qu'a fortiori, quand des outils publics sont à la manœuvre, et vous savez que c'est le cas dans le cadre de l'aéroport, puisque Netis est l'actionnaire de référence indirectement de l'aéroport, nous souhaitons que la région, que les communes qui sont concernées, misent aujourd'hui sur des secteurs d'avenir, des secteurs qui sont beaucoup moins susceptibles d'être délocalisés, des secteurs beaucoup plus créateur de richesses. Nous pensons aussi qu'il est souhaitable de sortir de la logique du libre-échange à tout craint. Nous ne pensons pas qu'on peut se replier et cesser tout échange commercial. Nous avons besoin d'échanges commerciaux à l'échelle européenne très certainement, à l'échelle mondiale également, et il en va même du bien-être d'un certain nombre de populations. Voilà. Aujourd'hui, quand on observe les flux du blé, par exemple, au niveau mondial, on voit que le Maghreb est dépendant d'exportations de blé qui viennent notamment de l'Europe. Donc nous ne prétendons pas qu'il faut cesser tout échange commercial. Nous pensons qu'il faut conditionner les échanges commerciaux à des critères sociaux, à des critères environnementaux, qui aujourd'hui est très très compliqué dans le cadre des traités de libre-échange qui ont été négociés. Et enfin, et je terminerai là-dessus, sur l'avenir de l'aéroport, sur l'avenir du secteur, vous avez entendu que mon propos n'est pas ici de dire que nous devons faire la leçon à tout le monde et que nous devons être plus catholiques que le pape. Mon propos est un propos ancré, un propos qui ne méconnaît pas les difficultés économiques de la Wallonie, un propos qui en aucun cas n'ignore la réalité de l'emploi et les milliers de personnes qui travaillent à l'aéroport. Et donc je ne prétends pas ici que nous devons cesser toute activité au nom du climat, mais je pense que nous devons agir au niveau européen et ne plus être le dernier élève de la classe. Nous devons nous aligner sur les standards qui sont en train d'émerger dans les autres aéroports européens. Nous ne devons plus penser Liège Airport comme une poubelle européenne, mais comme un acteur parmi d'autres à l'échelle européenne qui n'a pas vocation à être le parangon de la croissance absolue. Nous ne pensons pas que Liège Airport a vocation à manutentionner 5 millions de tonnes. Moi, ma position en tant que bourgmestre et représentant des citoyens à Ouansois, par rapport au vol de nuit, si je prends ma position extrême, c'est plus de vol de nuit. Ce serait l'idéal pour Rouen. Si on prend une position modérée, je pense que François en a un petit peu parlé, il y a, je pense, certains vols qui doivent être interdits. Aujourd'hui, ils ne sont pas interdits par l'aéroport, par Liège Airport, ils doivent juste payer un peu plus. Bon, ça veut dire que tant que vous avez les moyens, vous êtes toujours all-in. Donc, première solution, soit on interdit tout, soit si on n'interdit pas, on interdit tous les avions qui provoquent des nuisances, qui peuvent à un moment donné vous réveiller pendant la nuit. Deuxième élément, François en a parlé, c'est au niveau du PEB. Lorsqu'il a été réalisé, il faut savoir que le nombre de vols de décollage vers Rouen était de 8%. Je pense que les chiffres ont encore évolué, mais les derniers chiffres que j'ai eus étaient de 32% vers Rouen. Ce qui veut dire qu'il y a 4 fois plus de vols vers Rouen. 4 fois plus de vols, 4 fois plus de nuisances. L'augmentation, évidemment, des avions à l'aéroport de Bierzet augmente le nombre de transports. Et le nombre de transports, vous avez de plus en plus de camions qui passent par le centre d'Aouan, qui soit se perdent, soit évidemment évitent l'autoroute, à passer par des petits chemins pour éviter, évidemment, diminuer, doivent payer. Une des solutions qui est préconisée par la CER
est une voirie de liaison entre l'aéroport de Bierzet et la sortie Crisnay. Voilà, on a trop de camions, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une grande route de camions, on va sûrement expulser toute une rue qui est la rue de la station. Mais il faut savoir que le nombre de camions qui passent tous les jours par l'aéroport de Bierzet, qui passeraient tous les jours par cette voirie, puisque en réalité elle permettrait d'éviter tous les changeurs de long sein, c'est énorme. Je vais encore ajouter 2 éléments. La première, c'est qu'il existe un aéroport fédéral en Belgique, qui est Zaventem, qui est de compétences fédérales. Donc les aéroports régionaux sont régionaux, mais l'aéroport de Bruxelles National est un aéroport fédéral. Et je pense qu'il y a autour de l'aéroport, évidemment, de Bruxelles, qui est dans un milieu encore plus densément bâti que le nôtre, d'immenses nuisances et d'immenses problèmes qui soulèvent une mobilisation citoyenne très importante. Aujourd'hui, les règles qui s'appliquent à Bruxelles Airport pourraient, avec gain, s'appliquer également à Liège Airport. Et je pense que c'est une perspective qu'on pourrait avoir, c'est de comparer les réglementations et de se demander si le niveau d'exigence, notamment en matière de vol de nuit, ne pourrait pas être similaire ici. Et alors la deuxième remarque, c'est que j'ai oublié de parler de la question des infrastructures. Donc effectivement, l'aéroport, ce n'est pas seulement des avions, c'est aussi beaucoup de camions, des chiffres vraiment très, très effrayants en termes de camions, et le projet WIRT va encore aller au-delà de ce qui était envisagé. Et de ce point de vue-là, il ne faut quand même pas négliger l'impact que ça a sur nos routes, le coût pour la collectivité d'entretenir des routes qui sont fréquentées par des milliers de poids lourds chaque jour, et l'impact en termes simplement économiques, parce que on sait notamment que le ring nord de Liège, donc ce grand arc autoroutier qui relie l'aéroport à Herstal et au-delà vers Blény et Herve, cet axe routier aujourd'hui est très très chargé. C'est la partie la plus chargée du réseau routier wallon, et on sait qu'il suffit d'un accroc pour mettre toute la région liégeoise en difficulté, parfois pendant des heures, et les conséquences de ça se répercutent sur de multiples acteurs, et notamment sur les très nombreuses entreprises qui sont situées dans les parcs. Donc le choix de dire on va encore rajouter des centaines, voire des milliers de camions chaque jour sur un réseau déjà saturé, c'est un choix coûteux, et coûteux pour la collectivité, mais aussi coûteux pour beaucoup d'autres, pour les riverains, et pour de nombreuses entreprises, parce qu'on sait que les embouteillages, ils ont un coût direct pour l'activité économique notamment. Et je m'étonne qu'on ne soit pas capable, dans ce débat sur l'aéroport, qui est un débat très passionné, passionné à tout niveau, au niveau syndical, au niveau du monde de l'entreprise, etc. Je pense que nous gagnerions vraiment à objectiver par des études indépendantes les conséquences de l'aéroport. Par exemple, on n'a même pas un chiffre aujourd'hui sur combien la région wallonne a investi dans l'aéroport. C'est au-delà d'1 milliard d'euros. Mais ces investissements sont divers. Il y a l'investissement en infrastructure aéroportuaire directement, il y a le plan d'exposition au bruit et les insonorisations, il y a les rachats de bâtiments. Le hameau de Fontaine a disparu du paysage. Il y a ce coût-là, mais il y a aussi les multiples coûts indirects. Et je pense qu'on ne peut pas ignorer non plus les coûts en termes de santé. Voilà, nous avons aujourd'hui une sécurité sociale très performante en Belgique, mais une sécurité sociale qui repose essentiellement sur une approche curative des problèmes de santé. Notre approche en Belgique des problèmes de santé consiste à laisser les choses venir et puis avoir une médecine très performante derrière. On s'interroge beaucoup trop peu sur ce que pourrait être une médecine préventive, c'est-à-dire se poser la question de comment on évite à des pathologies de survenir. Évidemment, le gain serait majeur, il serait majeur en termes économiques parce que c'est sans doute là une manière beaucoup plus efficace que celle des libéraux de réduire le coût des soins de santé, mais c'est aussi un enjeu simplement en termes de bonheur. On a tous dans nos familles des gens qui sont partis trop tôt à cause d'une maladie environnementale. L'explosion des cancers est quelque chose d'absolument terrible. Beaucoup de ces maladies sont évitables. Beaucoup des maladies cardiovasculaires, des maladies civilisationnelles, comme on dit, sont évitables. Mais pour ça, il faut avoir une logique intégrée. Il faut avoir une logique holistique dans laquelle on se demande quelles sont toutes les conséquences du développement économique qu'on choisit. Et je suis vraiment convaincu qu'on peut trouver les voies d'un développement économique qui est respectueux de la personne humaine.
Oui, monsieur. Évoquer la notion libérale en matière de soins de santé. Je voudrais juste rappeler les fondamentaux belges actuels, c'est-à-dire que tout ce qui est curatif, c'est le fédéral, incarné actuellement en la personne de M. Frank Van den Broek. J'ajoute que ce n'est pas un ami. En ce qui concerne tout ce qui est prévention, c'est une compétence régionale. Autrement dit, c'est une compétence qui actuellement est sous la responsabilité de Mme Christy Moréalé, qui, je crois que c'est notoire, je n'apprends rien à personne ici, est en faveur de l'aéroport de Liège. Alors, donc Christy Moréal, effectivement, et Christy Moréal est ma tête de liste. Et donc nous avons des discussions sur le sujet. Je pense que Christy, comme beaucoup d'autres responsables socialistes de premier plan, elle incarne aujourd'hui une logique de dernière ligne. C'est-à-dire qu'on considère, non sans raison, que la situation est tellement difficile que Christy, comme d'autres, font le pari de dire « nous n'avons pas le loisir de renoncer aux quelques milliers d'emplois que peut nous procurer, fût-ce à court terme, le développement de cet aéroport ». Comme vous l'avez compris, je ne partage pas cette analyse, mais je pense que c'est une analyse qui repose sur la conscience de la difficulté des classes populaires aujourd'hui. Et nous ne partageons pas la même analyse, mais ce n'est pas par cynisme que Christy Moréal défend l'aéroport. C'est parce qu'elle représente les couches populaires de cette région qui sont en difficulté et qu'elle pense que c'est une réponse pour elle. Il y a un débat très intense. Le fait que nous soyons ici, le fait que je puisse être devant vous en étant candidat et pas à n'importe quelle place, je pousse la liste du Parti socialiste à la région. Vous vous rendez compte et le Parti socialiste, en pleine conscience, Mamila, ne croyez pas qu'il ignore quoi que ce soit de mes positions. Le fait que je sois là, le fait que je sois aujourd'hui avec un bourgmestre du PS en train de vous parler de ce sujet témoigne du fait qu'il y a un débat. Et je pense que les lignes vont bouger, les lignes vont évoluer. Et il faut nourrir la vision d'un autre projet économique pour la région. Donc ce qu'il faut faire, c'est donner de la substance à ce que peut signifier une relocalisation économique. La réindustrialisation, c'est quoi? Ça peut vouloir dire quoi? Comment ça se fait? Par quels moyens ça passe? C'est ça notre enjeu. Et quand on parviendra à être crédible sur la question de c'est quoi réindustrialiser la Wallonie, c'est-à-dire produire de la valeur en Wallonie, voilà. Par exemple, moi je suis impliqué dans un projet, un tout petit projet, on nous soutient des gens qui tentent de refaire des cadres de vélo en Wallonie. Vous savez, les cadres de vélo, on en faisait, c'était les constructions mécaniques, etc. En Wallonie, il n'y avait que ça. On n'en fait plus. Aujourd'hui, on ne produit plus de cadres de vélo en série en Wallonie. Ben voilà, il y a des jeunes aujourd'hui qui tentent de relancer une activité de production de cadres de vélo ici à Liège. On les soutient, on est avec eux pour faire ça. Ben, c'est un tout petit truc. Mais je crois que ces projets-là, il peut y en avoir des centaines. Et c'est ces projets-là qui vont refaire de nous. Quand vous regardez, je ne sais pas, la situation des Pays-Bas, par exemple, qui est économiquement bien plus florissante que la nôtre. Je pense que les Pays-Bas ont eu une capacité à trouver les voies d'une capacité à produire de la valeur. Nous devons retrouver cette capacité et le jour où ce sera le cas, la logistique, qui est je le dis vraiment une logique de dernière ligne, on pourra décélérer gentiment sur ce sujet-là. Et on pourra se montrer plus exigeant. Donc il faut construire les alternatives. Il faut construire une vision économique, pas seulement une vision environnementale, aussi une vision économique pour la région. Le tableau que vous avez dressé est certainement très réaliste, mais je le trouve assez sombre. Des perspectives plus sombres encore. Donc, dans le détail géopolitique, ça ne va pas très bien. Au niveau santé, on ne sait pas à quoi il faut s'attendre pour nous à Wansois. Nos politiques n'ont pas l'air d'être à notre écoute. Je dis, mais qu'est-ce qu'il nous reste après? Nous, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Alors, mais dire que c'est quoi l'espoir, nous, des Wansois? Parce que vous écoutez, ça fait peur, hein? Moi, je pense qu'un compromis est possible autour de l'aéroport, qui pourrait consister notamment à faire cesser les décollages nocturnes. Donc, je pense qu'on pourrait ne plus avoir de décollage nocturne de gros porteurs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir vite. Et je pense qu'une mobilisation citoyenne sur ces sujets-là est susceptible de gagner. Et aujourd'hui, on est dans une situation où peu de gens sont actifs politiquement, actifs socialement. Mais je pense que sur ce point-là, on peut gagner. Parler pour les Avançois localement, ça c'est une chose. Donc je pense que les nuisances peuvent décroître. Mais je pense surtout qu'on a la possibilité de dessiner un autre avenir que celui-là.
Et ma conviction profonde, c'est que la logistique, le tout à la logistique, mène à un cocktail bis. Et je pense que beaucoup de gens sont en train de s'en rendre compte. Un cocktail bis, pourquoi ? Parce que c'est un business qui repose sur toute une série de déterminants qui sont fragiles. Par exemple, sur le prix très peu élevé de la tonne de carbone. Aujourd'hui, ça coûte pas cher d'émettre une tonne de carbone. Qu'en sera-t-il dans 10 ans ? Qu'est-ce que le Parlement européen va décider à ce sujet dans les années qui viennent ? Vous avez certainement de bonnes résolutions, mais nous, à François, je sais pas le dire, on n'a pas les leviers, nous. On subit. Et les leviers, mais il y a la région, il y a le fédéral et surtout il y a l'Europe. Alors, bien sûr, vous venez vers nous pour dire il faut se mobiliser, mais moi je compte ici les gens de la SEB, bien sûr il y en aura d'autres. Hein, mais et la vidéo sera vue 200 fois plus que... Tant mieux. Mais vous me demandez bien sûr de se mobiliser. Moi je vous entends, je vous écoute même. Hein, mais quels sont les leviers que nous on a ? Pour faire quoi ? Des manifestations ? Monsieur, vous avez organisé il y a peut-être 2-3 ans, même un peu plus, une grande réunion là, au foyer culturel. Il faisait plein. Ça débordait. Et c'était très intéressant. Mais là, déjà, on a eu quand même des échos comme quoi l'avenir n'était pas quand même si réjouissant que ça. Et aujourd'hui, vous venez confirmer ce qu'on avait entendu. Et en plus, les perspectives nous font peur. Et vous nous apprenez ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que, excusez-moi d'être aussi... Mais à part nous, tout le monde s'en fout. Non, tout le monde s'en fout pas. Mais c'est une impression, hein. Rassurez-nous surtout. Donc, j'ai envie de vous dire, quand on entame un combat, on est toujours seul au début. Et moi, je vois aujourd'hui une conscience qui grandit sur ce sujet. Et je vois, y compris au sein du PS, le PS aujourd'hui est en train de reformuler son projet. Ce que Paul Magnette écrit sur l'écosocialisme, c'est une révolution en termes conceptuels par rapport à la position historique qui était une position productiviste tout à fait classique. Je ne sais pas si ça va aboutir, je n'en sais rien. Mais moi, c'est pour ça que je suis là. Moi, je suis là parce que je vois dans le mouvement que Paul Magnette est en train d'opérer aujourd'hui l'espoir d'un renouvellement complet du logiciel socialiste et partant du logiciel wallon, parce que le PS reste le pivot politique de cette région. Ce que je vous propose ici, moi, j'ai pas des solutions à tout. Moi, ce que je vous propose ici, c'est d'agir ensemble, c'est de faire grandir la conscience collective sur ces enjeux, et je vous propose de faire de moi votre député. Je suis à la dernière place de la liste, c'est-à-dire que je n'aurai aucune voix du pot commun, mais il est possible que je passe. Si je suis élu le 9 juin député sur la liste du PS, sur ce dossier-ci, ce sera quelque chose de très significatif. Ça ne va pas changer la face du monde, mais vous aurez au Parlement un allié. Vous aurez au Parlement quelqu'un qui a, à tout le moins, et vous l'avez vu ce soir, étudier le dossier de façon fondamentale. Quelqu'un qui a un discours constant depuis des années et des années sur le sujet. En 2018, je suis le seul élu de toute la région à m'être exprimé contre l'arrivée d'Ali Baba. Et je veux le faire dans un esprit de recherche de consensus. Mon but n'est pas de témoigner, mon but n'est pas là pour crier très fort et venir dire « nous ne sommes pas d'accord ». Mon but, c'est d'accompagner un mouvement collectif qui va reformuler quelque chose. Monsieur, par rapport à votre analyse et le constat que vous dressez, vous ne pensez pas réellement que l'épisode de renouvellement du permis des GERPOP a été une occasion manifeste, manquée par nos décideurs d'aligner, de relocaliser le développement économique ici de l'IGERPOP sur des critères sociaux, économiques, environnementaux, en phase avec les 4 enjeux que vous avez listés tout à l'heure. Est-ce qu'il y a réellement eu un débat, une prise de conscience de l'opportunité qui était offerte pour remettre les pendules à l'heure et recadrer les objectifs? Alors, je ne peux que partager votre analyse. Effectivement, le débat sur le permis est une sacrée occasion manquée. C'est une occasion manquée qui remonte à 2019, en fait, à la formation du gouvernement. Et je pense qu'il faut se souvenir que l'accord de gouvernement, en fait, était déjà complètement explicite sur le sujet. J'aimerais bien ici rappeler un élément. C'est qu'il y a eu 2 étapes dans la formation de ce gouvernement. D'abord, il y a eu une étape en tandem PS-Écolo qui s'appelait la note Coquelicot. Et puis ensuite, il y a eu le MR qui est rentré dans la danse. C'était quoi la note Coquelicot? Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était Paul Magnette et Jean-Marc Nollet, président du PS et d'Écolo, qui avaient négocié
un projet de gouvernement minoritaire, sur l'exemple portugais, en disant au PTB, vous ne serez pas dans le gouvernement, mais abstenez-vous lors du vote de confiance, et nous aurons un gouvernement en Wallonie bien plus à gauche que ce que nous ferions si nous devions inclure la droite. Le PTB, on s'en souvient, a refusé, a voté contre la note Coquelicot, a permis au MR de revenir dans la danse. Et c'est le MR qui a notamment été très incisif sur cette question aéroportuaire. Et on peut regretter que Jean-Marc Nollet se soit peut-être un peu facilement incliné sur le dossier. Mais donc, le mal, il est fait à ce moment-là. Et effectivement, derrière, il n'y a plus grand-chose à faire, en fait. Et le permis, d'une certaine manière, est le décalque de l'accord de gouvernement. On pourrait taper d'abondance sur Écolo ici et faire remarquer à quel point Écolo n'a pas su imprimer sa marque dans le dossier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les alliances. Et aujourd'hui, l'écologie n'a pas le luxe de se permettre des guéguerres. On a besoin de tout le monde. Et donc, moi, je pense que si le PS évolue comme il est en train de le faire, je le répète comme ma présence ici en témoigne, je pense qu'il est possible que la prochaine formation de gouvernement soit sensiblement différente. Et alors, le permis, c'est une chose, mais en droit, un permis, ça reste toujours inférieur à une loi. Et donc, le jour où on décidera de prendre un décret qui limite les nuisances environnementales de façon générale, par exemple en termes de bruit nocturne, eh bien, le permis ou pas permis, la loi s'imposera. Et je crois à ça. Je crois que nous pouvons, sur cette question-là en particulier, alors certes, c'est qu'un aspect du problème, mais nous pouvons promouvoir et défendre l'idée d'un décret sur le bruit, par exemple. Et sur d'autres aspects. Je pense que sur l'enjeu géopolitique, il touche plutôt aux compétences fédérales et peut-être que Delal aura envie de dire un mot à un moment dans cette soirée. Mais voilà, je n'ai pas ici un plan de bataille qui va tout résoudre, mais je pense qu'il y a des choses à gagner. Et je pense qu'il y a nous sommes à un moment d'inflexion. Et ce moment d'inflexion peut tourner de différentes manières. Je pense aussi qu'il y a encore une occasion qui peut encore ressurgir. Il faut rappeler que la commune d'Aouan est la seule commune de la région wallonne à être allée en recours contre le permis unique de l'aéroport. Et d'après les informations que j'ai de notre avocat, de l'avocat de la commune et de la presse, certainement le permis va être annulé. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que le gouvernement va devoir de nouveau se repencher dessus. Alors clairement, le gouvernement ne va pas revoir son permis de A en passant à Z. Mais s'il y a peut-être certaines choses qui déjà peuvent être réfléchi, c'est peut-être une nouvelle occasion aussi ce moment-là.